Très bien, bonjour à tous. Je suis Adèle Béraud. J'aimerais excuser Gaëtane Ricard, qui devait normalement être la modératrice de la session. Elle n'a pas pu assister à cette réunion. Elle nous a expliqué qu'elle était malade. Donc, elle ne sera hélas pas parmi nous. Je suis très heureuse de vous présenter les trois orateurs de ce jour, Daniel Kaplan, Scott Longfellow et Jennifer Helen Rudkin. Je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent. Ensuite, je leur poserai quelques questions relatives aux imaginaires et à l'Europe. Nous aurons 1 heure de discussion. Merci de votre compréhension et de votre présence. Jennifer Helen, voulez-vous vous présenter, nous en dire un petit peu plus sur vous, sur votre travail à la Commission européenne? Merci Adèle. Je remplace quelqu'un ici, je remplace le chef de l'unité dans laquelle je travaille à la Commission européenne. Je remplace Xavier Troussard. Nous travaillons sur le futur de différents sujets dans notre commission. J'ai notamment travaillé sur le futur de la gouvernance et je suis très heureuse d'être ici pour parler sur le futur de l'Europe et l'imaginaire par rapport à ce que l'Europe peut devenir. Merci beaucoup. Daniel Kaplan, voulez-vous également vous présenter? Bonjour, je suis le cofondateur d'une association, le réseau de l'Université des Pluralités. Nous explorons les futurs sous l'angle de l'innovation d'une part, des imaginaires d'autre part. Je suis également à l'origine de la fondation d'une organisation qui s'appelle la 27e région de France. Monsieur Longfellow, pouvez-vous également vous présenter? Votre micro est éteint. Bonjour à tous. Donc, je suis Scott Longfellow. Je suis un commissaire de design. J'ai créé une agence, RF Studio. J'ai également organisé quelques festivals du design. Et je pense avoir été invité à cette conférence parce que nous avons créé le sens de la fiction, science-fiction, une exposition où nous examinons l'ampleur ou les conséquences de la fiction dans nos utilisations quotidiennes, dans nos pratiques quotidiennes. Et je suis très heureux de partager ces sujets avec vous aujourd'hui. Très bien, commençons la discussion. Je peux peut-être commencer avec une question très importante, le lien entre la fiction et le design. Et peut-être il y a 2 sous-questions. Comment le design peut-il mobiliser l'imaginaire et comment l'imaginaire peut alimenter le design? Grâce à votre exposition, Scott, et tout le travail de votre studio de design, peut-être pouvez-vous commencer et nous donner votre opinion? Oui, tout à fait.
Nous avons commencé l'exposition avec une pièce qui était attribuée à une personne. Peut-être pouvez-vous montrer l'image, l'image étant plus parlante. C'est Hugo Gernsback. Il venait du Luxembourg et il a décidé d'immigrer aux États-Unis en tant qu'inventeur. Il voulait vivre le rêve américain avec cette idée de devenir un chef d'entreprise. L'ancienne Europe ne pouvait pas comprendre toutes ces initiatives et il était fou d'électricité. Ce qui était très intéressant pour l'époque. Il a d'abord essayé de créer une entreprise qui vendait des éléments électroniques. Et pour vendre ces pièces électroniques, il est devenu éditeur d'un magazine pour que les personnes comprennent comment fonctionne l'électricité. En 1911, il a décidé d'introduire une histoire dans ses manuels et il a commencé de la fiction. Et c'est dans l'une de ces publications qu'on a vu ce terme de science-fiction, la représentation fictionnelle du progrès scientifique. Ce que je peux vous dire, c'est que le champ d'application de la fiction, de l'imaginaire dans nos habitudes quotidiennes est tout à fait lié à la science et la technique. La puissance de cette vision de la transformation de nos vies par la science est l'imaginaire dominant que nous avons aujourd'hui, ce qui a influencé énormément nos habitudes actuelles. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est que les entreprises, Hollywood, les publicités, ont créé un écosystème très puissant pour influencer nos habitudes quotidiennes avec cette vision du progrès technique associé au progrès social, ce qui est pour nous l'imaginaire. Hugo Gernsback, donc ses expériences datent du début du XXe, c'est ça? Oui, il est arrivé aux États-Unis en 1904 et il a publié son premier magazine en 1908 et le magazine Pure Science Fiction a commencé dans les années 20 et a duré jusque dans les années 60. Merci. Donc vous nous avez donné des éléments historiques, c'est tout à fait intéressant. C'est comme le pionnier dont on a entendu parler. Daniel Kaplan, avez-vous quelque chose à dire sur le lien peut-être entre la fiction, l'imaginaire et le design actuel Peut-être les répercussions actuelles sur notre époque? Daniel Kaplan, could you hear us? Sorry. Pardon, mon micro n'était pas allumé. Ce que Scott nous a expliqué a également lieu dans le présent. Ce que fait le design, c'est de créer une tripartite entre les sens, les images, les émotions d'une part, les fonctions d'autre part, et le système industriel. Donc quelque chose qui est conçu et prévu pour être produit, fabriqué, de préférence en masse, et utilisable par des personnes en situation réelle, de vraies personnes en situation réelle. Mais de façon à susciter des émotions et à engager les sens. Il s'agit en tout cas de l'une des définitions de ces disciplines croisées.
C'est aussi un défi par rapport à notre sujet aujourd'hui. Avec Gunspark, mais aussi avec d'autres situations, le design a le pouvoir en quelque sorte de se nourrir de l'imagination publique pour en tirer des influences, pour se transformer en fonction des objectifs de ceux qui ont influencé le design. Aujourd'hui, beaucoup de designers pensent à utiliser leur méthode et la puissance de leur discipline croisée pour atteindre des objectifs de de politique publique, peut-être à obtenir des redirections. Nous devons garder à l'esprit que, en tout cas pour moi, le design est contemporain du marketing dans un système industriel où la réponse à des besoins ressentis par les citoyens n'est pas suffisante. Il faut créer des besoins, il faut créer des disciplines puissantes qui parlent au sens et à l'imaginaire des citoyens pour qu'ils ressentent des besoins qu'ils n'avaient pas précédemment. Donc vous pouvez le comprendre, mais pas le changer. Et pourtant, c'est la façon dont on a utilisé le design et formé les designers depuis de nombreuses décennies. J'ai peut-être deux réactions ici. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais dans le Policy Lab, nous avons également développé ceci, des prototypes spéculatifs. Nous avons également travaillé sur des projets en France avec des objets qui montrent les outils qu'on pourrait utiliser à l'avenir à Saint-Étienne et nous les avons apportés dans notre Policy Lab. Nous avons organisé un speed dating pour les étudiants pour qu'ils puissent présenter leurs prototypes aux membres de la commission qui travaillent sur ce sujet de l'avenir, voir comment ils pouvaient intégrer de nouvelles politiques peut-être pour agrandir la diversité et le système agricole de l'avenir. Ça a été très bien accueilli par nos collègues de la Commission. Ils souhaitent utiliser ce moyen pour examiner de nouvelles technologies, pour imaginer ce à quoi on pourrait tendre pour l'avenir dans un contexte précis, à savoir celui de l'agriculture dans notre cas. D'une perspective de designer, j'étais très heureuse que les collègues de la Commission étaient sensibles à des produits mutants qui pouvaient ouvrir des conversations différentes de ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. On avait des échanges avec les étudiants. Et il était possible de débattre sur des sujets inhabituels, de façon inhabituelle. Et la preuve de la bonne qualité de ce travail, c'est qu'ils ont été invités à présenter leur prototype à la conférence du directoire général de la Commission européenne, un événement très important pour tous ceux qui travaillent dans l'agriculture. Les étudiants ont amené leur prototype au nombre de 12 et ils ont pu aller à cette conférence pour y débattre avec les décideurs. Donc voilà, ça c'est un aspect concret. Et la deuxième chose, je voulais également réagir sur ce que Daniel a dit par rapport au contexte. Effectivement, ça me semble tout à fait intéressant
Si nous parlons des imaginaires de l'Europe the American dream, et du rêve américain, par exemple, le contexte est très différent. En effet, le rêve américain, c'était aussi un rêve économique, à savoir conquérir des territoires, be successful. avoir du succès d'un point de vue économique. Et ici, si je veux parler Imagination around d'un imaginaire autour de l'Europe, notre contexte est différent. On parle ici plutôt de la planète. Les contraintes sont davantage liées à la durabilité. as being the main Il s'agit là des objectifs principaux, des cibles principales, comment être durable, et l'aspect social souligné par Scott. our new aim. Tout cela ont été nos nouveaux objectifs, je dirais. During this term, I'm wondering Et je me demande I can maybe throw si peut-être there how to je peux vous poser une question. Comment imaginer cette Europe par rapport à ce besoin de protéger notre planète? yeah that was a reaction. Voilà, j'attends vos réactions. Je ne sais pas si vous voulez réagir directement, mais merci pour votre remarque, Jennifer. Which is about the battle of imagination. Aujourd'hui, on parle de la bataille des imaginaires, et donc je vais vous poser Do you think there is les questions à vous trois. Pensez-vous qu'il y a une bataille des imaginaires entre l'Europe, les États-Unis, la Chine et les autres pays? Qu'est-ce que vous entendez par ce titre, la bataille des imaginaires? I don't know, right hand Paul. Okay. So maybe Peut-être je peux commencer. uh, Si vous voulez me donner l'image du drapeau que j'ai apporté, not a flag that the audience knows very well. c'est peut-être pas un drapeau que vous connaissez bien. The largest nation in the world. C'est celui de la nation la plus grande du monde, la nation des réfugiés. Not this one. No, it was Oui, on l'a eu à l'écran, hein, voilà, c'est celle-ci. So what's interesting? Can you stop the slideshow? So that Voilà, il faudrait qu'on arrête là le diaporama pour rester sur le drapeau. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le travail d'un designer ici, c'est le travail d'un artiste syrien réfugié, Yara Saïd. Ce n'est pas un drapeau officiel, parce qu'il n'y a pas de nation officielle, mais on l'a vu quand une délégation a été autorisée à participer en tant que délégation des réfugiés aux derniers Jeux olympiques. and they were not allowed to carry a flag, but Et en fait, ils n'étaient pas autorisés à porter un drapeau, mais dans certaines compétitions, en fait, ils l'ont quand même utilisé. Ils ont utilisé ce drapeau. this could have been just a work of art, and Donc, c'était une œuvre d'art qui a été exposée dans une vingtaine de galeries, et ça a été devenu une affirmation politique à un moment donné. Un drapeau, c'est effectivement l'un des symboles qui essaie d'incarner ce qu'est l'imaginaire ou la métaphore institution which is d'une institution qui est une nation, un État, un territoire ou autre. Si je voulais vous partager ce drapeau, en réponse à votre question, c'est parce que peut-être ça nous dit trois choses. D'abord, any political construction toute construction politique or simultaneously est en même temps une construction d'un imaginaire. Il est impossible de décider que mettre des lignes sur la carte crée une nation. Il nous faut une idée de nation, de région ou d'ensemble de nations dans les esprits des gens.
Donc l'imaginaire est là, c'est le squelette de l'action, c'est ce qui génère la réalité. Et c'est également ce qui permet à l'imaginaire de se développer. Donc on a des groupes qui se demandent s'il ne faudrait pas avoir une existence politique comme cette nation de 3 ou 4 millions de personnes qui n'est bien sûr pas liée à un territoire parce qu'ils sont partout dans le monde, ils se retrouvent dans des camps notamment. Deuxième point que l'on peut en tirer pour l'Europe, si vous voulez un imaginaire puissant, vous devez porter des valeurs. Et peut-être aussi les respecter dans votre vie. Et c'est probablement une des thématiques importantes aux États-Unis aujourd'hui. Mais c'est aussi vrai pour l'Europe. Vous avez probablement remarqué que ce drapeau est orange. Et il a été conçu avec le même tissu que les gilets de sauvetage des réfugiés. Et ça justifie le fait que l'Europe est un rêve et nous devons probablement travailler là-dessus si nous voulons être légitimes avec notre question. Et par rapport à ce que Jennifer a dit, je ne suis pas entièrement fan du titre « La bataille des imaginaires ». Ça pourrait signifier qu'il y a des messages clairs, des imaginaires clairs. Ce qui n'est pas très évident. Nous faisons tous face à des imaginaires obsolètes. Si je veux le résumer brièvement. Et nous n'arrivons pas à trouver un autre imaginaire. Naomi Klein a dit que le changement climatique, c'était l'échec de l'imaginaire. Si c'était vrai, la bataille, ce serait vraiment une lutte pour l'imaginaire, pour passer de ce qui ne fonctionne pas à d'autres types d'imaginaires, métaphores, images, symboles qu'on pourrait créer ensemble et qui seraient ceux d'un monde durable. Et je ne pense pas que nous sommes meilleurs que la Chine ou les États-Unis. Je ne pense pas que ces lignes de bataille doivent être fixées de cette façon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Scott, est-ce que vous voulez réagir ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Qu'en pensez-vous par rapport à l'avis de M. Kaplan? Donc, encore une fois, vous êtes en mute, malheureusement. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas d'une question de bataille des imaginaires, mais plutôt comment pouvons-nous nous éloigner de cet effondrement de l'imaginaire? Et je pense que le design peut être utile à ce niveau-là. Je pense que nous sommes en train de découvrir le pouvoir du récit et il est très important de voir comment on l'utilise tous les jours. Lorsqu'on parle de l'avenir, très souvent, on parle des choses très sombres, l'apocalypse ou des guerres ou le changement climatique qui a rendu notre vie complètement impossible. Et donc peut-être, si on essaye d'avoir des visions de l'avenir qui sont plutôt différents, plutôt pluriels, nous pouvons avoir une transformation qui serait plus facile. Pas simplement une situation où on essaye de réduire notre niveau de vie ou notre façon de vivre. Et c'est important pour nous
Donc, quel est le rôle du design? Il faudrait essayer d'aider à trouver un modèle, de modéliser ces histoires, ces récits, afin que tout le monde puisse voir l'avenir et voir ce que cela implique. Il faudrait être beaucoup plus précis. Il ne faudrait pas simplement parler du discours politique, mais il faudrait trouver quelque chose qui peut toucher tout le monde. Et c'est pour cette raison-là que nous essayons de travailler avec la fiction et on aimerait redécouvrir la puissance, le pouvoir du récit afin que l'on puisse construire une autre Europe. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais réagir. Peut-être que nous pouvons peut-être répéter pourquoi il nous faut une autre forme d'imaginaire, étant donné que l'urgence, il y a une urgence démocratique et pour le climat et économique qui ne nous permet pas d'avoir une justice sociale. Et donc, pour cette raison-là, nous avons une machine qui est cassée, qui a besoin de notre saut imaginaire afin que l'on puisse avoir une transformation profonde et afin que l'on puisse peut-être faire bouger le paradigme pour avoir une transition. Et lorsqu'on regarde le pourquoi, on peut également regarder ce que nous avons déjà afin que l'on puisse travailler sur l'imaginaire. Donc, pour un designer, on dirait quelle est la matière première? Avec quoi pouvons-nous commencer? Quelle matière est-ce qu'on va pouvoir toucher afin de donner une compréhension ou peut-être stimuler l'imagination de l'Europe? Et c'est à partir de là que nous nous rendons compte que, en fait, la réalité en Europe n'est pas très bien connue parmi les citoyens en Europe. Et donc, ils n'ont pas les moyens non plus de pouvoir créer l'Europe, parce que pour la plupart, les gens ne savent pas de quoi il s'agit de toute façon. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur ce besoin? Comment est-ce qu'on peut donner plus d'informations aux gens, leur donner quelque chose afin qu'ils puissent réfléchir par rapport à l'Europe ou avoir le sentiment qu'ils font partie de l'Europe ou même imaginer une meilleure Europe. Et donc, la question que je me pose serait de qui avons-nous besoin afin que l'on puisse construire cet imaginaire à travers l'Europe? On attend quoi de qui devrait participer? Et étant donné que pour la plupart, nos activités de design essayent de faire un travail participatif, on peut faire la même chose, ou est-ce qu'on pense que les personnes avec le pouvoir devraient trouver une image de ce que nous voulons faire de l'Europe? Donc, il s'agit d'une question un peu ouverte, mais je trouve qu'en fait, c'est une question avec beaucoup de défis. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez des exemples de réponses par rapport à ce défi, ces challenges? Et comment pouvons-nous utiliser le design afin de créer cette fiction, ce récit pour l'Europe que nous aurons en commun, partagé et impliquer donc de plus en plus de citoyens dans ces contraintes en Europe? Je ne sais pas si peut-être vous pouvez nous donner des exemples, peut-être le mettre en contexte. Si on parle de la construction de l'Europe il y a 60 ans, et si on compare avec aujourd'hui, comment avons-nous, ou comment pouvons-nous créer la meilleure situation afin que l'on puisse faire quelque chose maintenant, après la construction européenne? Peut-être que vous avez des exemples dans votre expérience, peut-être pas des exemples
en Europe, mais peut-être avec la création de l'imaginaire ou des récits. Jennifer, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Et puis Daniel et Scott peuvent réagir, mais How can we comment pouvons-nous utiliser et modéliser le design dans ce secteur? Yeah, so I guess from Donc, travaillant à la commission en tant que designer, à notre niveau ici, on essaie d'impliquer différentes parties prenantes à différents moments du projet. Et donc, dans notre centre de recherche conjointe, on fournit des preuves par rapport à différents sujets ou des informations par rapport à différents sujets. Et donc, on les partage parmi nos collègues à la commission qui font de l'intégration dans les politiques ou pas, ils choisissent. Et donc, à notre niveau, on essaye de faire des propositions et on essaye d'impliquer des écoles de design, des laboratoires de design également, afin de faire des expériences avec les différentes façons d'impliquer les gens, les citoyens. Donc, on ne travaille pas uniquement avec les experts. Comment je peux dire, qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet? De point de vue personnel, ayant travaillé sur la prospective et également le design, ça m'intéresse de voir ce qui se passe au présent afin que l'on puisse créer l'imaginaire, pas simplement en regardant l'avenir, mais avec des prévisions, mais j'essaie d'être un peu plus sensibilisée par rapport à des différentes façons de voir ou interpréter les différentes façons dont le présent est matérialisé. Et donc, et pour moi, je pense que ça serait peut-être une autre façon plus intéressante d'imaginer l'avenir ou d'imaginer l'Europe. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, c'était mes pensées. Non, mais peut-être que Scott, vous aimeriez réagir. Je connais votre travail. Vous avez créé des fictions, mais au présent. Donc peut-être que les fictions sur lesquelles vous avez travaillé et que vous avez créées peuvent être intéressantes également. Ça peut être intéressant de les partager au niveau européen. Et encore une fois, vous êtes sur le mute, hein, Scott. Non, je ne sais pas si la construction de l'Europe est vraiment une imaginaire qui peut être une histoire de transformation, mais peut-être qu'on peut essayer de réinventer l'avenir en se basant sur cette histoire. Et donc, à la fin de notre exposition, nous avons décidé d'être plus impliqués dans la création de d'autres récits pour l'avenir, parce que c'était très puissant de transformer notre vie de tous les jours. Donc, nous avons parlé des progrès, des avances technologiques, et nous nous sommes posé la question, est-ce que cette histoire est assez puissante pour pouvoir faire ces changements aujourd'hui? Et donc, nous avons décidé de travailler sur 5 sujets, et on peut peut-être dire qu'il y en a 3 qui sont assez intéressants par rapport à la construction de l'Europe. Tout d'abord, l'histoire de comment nous pouvons avoir une société plus collaborative, donc tout ce qu'on peut faire en commun. Scott. Donc, je parle de la participation, comme les citoyens peuvent aider à construire un système. Et donc, on peut peut-être revenir à ce système qui était européen auparavant, où les gens travaillaient ensemble dans un territoire. Ça peut être quelque chose de matériel ou pas, mais c'était important d'avoir cette implication. Deuxièmement, il s'agissait du travail. Comment pouvons-nous travailler dans l'avenir face à l'automatisation
étant donné que nous avons perdu la signification primaire. C'est très difficile de dire, voilà, je vais travailler, je vais être très impliqué dans ce que je fais. Et avec l'Europe, peut-être qu'on peut aider à trouver des moyens d'avoir beaucoup plus de sens au travail. Et troisièmement, les êtres humains. Et comment les êtres humains peuvent sortir d'une industrie et travailler plus au niveau de l'environnement, dans l'environnement, et être plus en lien avec la nature et l'environnement. Et donc, je pense qu'il s'agit de 3 façons dont l'Europe va pouvoir œuvrer. Daniel, est-ce que vous êtes d'accord? Non, pas est-ce que vous êtes d'accord, mais quel est votre avis sur ces 3 thèmes? Est-ce que vous pensez qu'on devrait essayer de travailler sur d'autres thématiques? Et comment est-ce qu'on peut revenir à ma première question? Donc, comment pouvons-nous utiliser le design afin de créer ce récit pour l'Europe et afin qu'on puisse avoir un plus grand avenir pour l'Europe? Encore une fois, pour répondre à votre question, je vais prendre un exemple concret qui vient du travail, qui a mélangé la prospective avec le design de façon très intéressante. Si on peut montrer l'image de la valise, ça serait super. Et cet exemple montre un travail qui a été fait avec Arati Krishnan dans la Fédération internationale de la Croix-Rouge et la Croissant-Rouge. Et donc, il s'agit d'un organisme de 100 ans qui se posait la question en se disant, OK, lors d'une crise humanitaire, les problématiques changent et donc il faut qu'on voit comment nous pouvons rester pertinents dans le siècle à venir. Donc on ne parle pas du niveau de la Commission européenne, mais les FRC est présent à travers le monde. Et donc ce qui était intéressant était de voir que tout d'abord, ils ont organisé des ateliers avec des personnes sur le terrain, les gens qui étaient là et qui devraient faire face à des crises avec différentes personnes et avec différents acteurs également qui étaient présents sur le terrain, qui travaillaient avec différentes technologies, etc. Puis, ils ont utilisé le design. Ils n'ont pas utilisé le design auparavant pour provoquer des réponses, mais ils ont utilisé des types différents de design. Est-ce que je peux voir l'image? Oui, ça arrive, Daniel. Ah, voilà. Ah, super. Ah, super. Impeccable. C'est la bonne image. Merci beaucoup. Donc, il s'agit d'une valise, comme vous voyez. Et on y arrive, ça va venir. Voilà. Ne changez rien. Personne ne touche quoi que ce soit. Donc, nous avons des problèmes de design avec notre logiciel. Donc, en fait, on ne dirait pas qu'il s'agit d'une œuvre de design, mais lorsqu'on le regarde de près, on voit que c'est le résultat d'un travail de co-design. Où, je vais chercher où, mais les personnes venant de l'université il faut que je cherche, de Newcastle, au Royaume-Uni, ont travaillé avec des jeunes personnes venant du Liban. Et ils ont demandé qu'ils imaginent une valise dans laquelle ils porteraient leurs rêves, mais également toutes les choses dont ils auraient besoin avec eux d'ici 20 ans. Donc, les connaissances, les savoir-faire, les outils, des contacts, etc. Donc, encore une fois, on leur a dit qu'il fallait que ça soit dans une valise. Donc, ça voudrait dire qu'ils seraient peut-être obligés de vivre pas très loin d'où ils sont, mais il s'agit d'une réflexion sur ce dont nous avons besoin, qu'est-ce qui est essentiel, de quoi avons-nous besoin pour voyager et de quoi aurons-nous besoin lorsqu'on arrive après le voyage. Et donc, ce que j'ai appris de cet exercice, tout d'abord, si je réponds aux commentaires de Jennifer concernant le présent et l'avenir, quand on travaille sur l'avenir, en fait, on voyage vers un endroit imaginaire qui s'appelle le futur, afin que l'on puisse rapporter des objets ou ramener des objets pour le présent. Et
Ce qui est intéressant, c'est lorsque on fait quelque chose qui peut sembler réel. L'imaginaire peut créer des guerres, des pays, de la religion, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez terre à terre, mais il faut travailler avec des personnes. Et donc c'est le plus grand problème, je pense, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'utile qui vaut la peine avec des images d'Europe si on parle uniquement des personnes qui nous gèrent avec un groupe de scientifiques excellents ou d'artistes ou designers qui créent des images très puissantes afin que les gens puissent accepter. Ça ne va pas marcher. Mais ce que je vois par rapport à la façon dont nous travaillons avec des designers, ils ne travaillent pas sur un objet magnifique ou un service magnifique, ils travaillent sur des méthodologies qui peuvent rapprocher des idées, des expériences, des aspirations, etc., ou des espoirs, et la capacité de créer quelque chose avec lequel vous pouvez réagir avec vos émotions, vos sens. Et ils essayent de produire également des méthodologies afin que l'on puisse avoir l'engagement, l'implication des gens. Et donc, ça fait écho avec ce que j'ai entendu de la part de Jennifer et Scott, car le co-design, la collaboration, même entre des lieux de discussion, parce qu'on ne peut pas dire où les gens doivent discuter ou parler de leurs problématiques. On ne peut pas donner une liste définitive de problématiques sur lesquelles ils vont parler. Même cette liste va évoluer tout le temps. Et donc, il faut que cette liste évolue avec les problématiques des gens. Et donc, il faut le design, mais il faut également un design qui est modeste. Et quelque chose qui peut interagir avec d'autres méthodes, d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres contextes, et un design qui est intéressé par ce que les gens font tout seuls, qui ne cherche pas toujours une forme magnifique. Et donc cette valise n'est peut-être pas très jolie, mais cette valise est très puissante car le process utilisé qui a amené cette valise dans l'exposition de Genève et qui maintenant fait partie du process qui est suivi par la Croix-Rouge, c'est ça qui est puissant et je pense que le design peut aider avec ce genre de process, avec ce genre d'idées pour des institutions, pour des associations ou pour l'Europe. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Scott. Oui, le design travaille toujours sur l'avenir parce qu'on est toujours en train de travailler sur quelque chose qui n'existe pas encore. Je suis d'accord avec Daniel parce que l'importance n'est pas simplement l'objet, mais également la méthodologie qui est utilisée pour créer l'objet ou le service ou l'objet qui est produit. Mais ce qui nous intéresse, c'est que les designers doivent convaincre leur public qu'ils ont le meilleur projet possible. Et donc, ils ont des bons moyens pour créer des récits attrayants pour l'avenir, mais ils ont besoin d'avoir le bon récit qui peuvent être créés uniquement avec les citoyens, avec les gens, afin que ça puisse exister dans l'avenir. Et donc, les designers ont peut-être des bonnes méthodes pour aider, pour construire l'avenir et pas simplement pour travailler sur le récit, mais ils peuvent peut-être trouver le chemin vers lequel on devrait aller. Jennifer, vous travaillez comment en tant que designer au sein de la Commission européenne? Oui, bonne question. Comment? Oui, en effet. Au niveau personnel, de mon point de vue, de mon expérience en tant que designer, mais également parce que mon travail ici demande également que nous travaillons avec d'autres personnes, mais même au sein de la Commission, lorsque nous aidons les différents DG, par exemple, afin que l'on puisse parler des projets, on propose un lieu sûr pour la discussion et
nous organisons des séances d'exploration afin qu'ils puissent vraiment chercher le sens de leur sujet et afin qu'ils puissent redéfinir les questions de départ dans un lieu partagé afin que tout le monde puisse trouver un consensus et afin qu'ils puissent tous bien comprendre le départ du projet. Donc ça, c'est pour tous les projets sur lesquels nous travaillons à la Commission. Et donc, c'est une partie très intéressante de mon travail. On utilise beaucoup de cartographie pour créer des schémas qui nous permettent de guider les conversations en dehors des questions habituelles afin que l'on puisse inclure des questions au niveau social, de l'environnement, etc. Donc, afin que ça puisse être plus varié. Mais comme je disais auparavant, au niveau personnel, je pense que parfois, on met beaucoup trop de pression sur les citoyens. Donc, on attend beaucoup des citoyens. Et maintenant, on aimerait les inclure dans tous les process pour justifier que chaque idée, chaque process a été créé avec l'implication, l'inclusion de maximum de personnes, et parfois ça ne marche pas, et parfois les gens doivent être informés, ils ont besoin d'informations, mais ils n'ont pas vraiment besoin de participer. Donc, et parfois c'est le sens contraire. Et donc je pense qu'il faudrait faire attention. Il ne faudrait pas trop être systématique dans cette façon de faire participer les gens dans le processus créatif, car à ce moment-là, on se retrouve avec beaucoup de données, beaucoup de récits qui viennent des gens et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, on ne sait pas trop faire comprendre et parfois l'expérience des gens est beaucoup plus importante et donc c'est le résultat. Donc, ils parlent de leur expérience individuelle qui va les permettre de changer leur façon de comprendre l'Europe ou de comprendre leurs peurs ou leurs attentes par rapport à l'avenir. Mais parfois, on les implique et on attend un résultat final, mais peut-être que le résultat n'est pas très satisfaisant ou nous n'avons pas vraiment la capacité d'en faire quelque chose. Donc, il est très difficile d'être honnête et d'être honnête par rapport aux gens que nous impliquons dans les projets. Donc, je voulais simplement vous parler de cette difficulté que nous avons dans notre process de design. Simplement pour réagir. Bien entendu, j'ai essayé de dire que par rapport à cette question où on parle de comment on peut imaginer l'Europe et comment faire participer les citoyens, c'est difficile de le faire sans les citoyens. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de situations dans lesquelles on peut faire du design sans participation et ça marche très bien, mais ça m'intéressait d'entendre ce que vous avez dit très justement. Lorsqu'on fait participer les gens, nous avons beaucoup de récits. Et donc, ça ne vous donne pas nécessairement un chemin très clair vers la prise de décision. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons créé notre université des pluralités. Car en ce moment, nous avons besoin de chercher d'autres imaginaires, images, métaphores, parce que si je choisis un adjectif, je pense qu'un monde durable est si différent du monde d'aujourd'hui que je ne suis pas capable, je suis incapable d'imaginer de quoi ça aura l'air avec les outils d'aujourd'hui et même d'organiser une discussion par rapport à l'avenir utilisant les outils de discussion publique aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de moyen de trouver un processus magique où les gens vont tous se mettre ensemble et travailler vers le même récit parce qu'ils vont tous sentir impliqués dans un genre de communion, mais vous pouvez essayer
de faire en sorte que les gens interagissent, les citoyens interagissent par rapport à des récits. C'est un peu mieux qu'interagir par rapport à des identités fantaisie ou car si vous êtes d'accord sur la pluralité des récits et vous ne voulez pas simplement pousser un seul, donc vous n'êtes pas obligé de vous tuer par rapport à qui vous êtes, vous torturez par rapport à qui vous êtes et quel est le vrai sens de l'Europe ou la France ou si vous êtes d'une religion ou d'une autre. Et donc, je pense qu'il y a une puissance lorsqu'on cherche la pluralité des récits plutôt que de chercher une synthèse à cette étape-ci. Et si on permet les gens d'interagir un peu plus utilisant leur propre imaginaire, beaucoup d'hommes politiques essayent de ne pas trop faire de l'idéologie, mais de résoudre les problèmes de tous les jours. Mais en fait, là, il s'agit d'un travail d'ingénieur. Ce n'est pas le travail des gens qui sont supposés aider le monde qui est en train de se finir, de changer. Donc, en fait, au plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau, il faudrait utiliser l'imaginaire. Et en ce qui concerne les process, mais il y a beaucoup de choses que les designers peuvent faire si ça les intéresse. Et donc, ce n'est pas, en règle générale, ceux qui sont formés de faire, mais pour la plupart, ils le cherchent. Ils cherchent cette incarnation. Et donc, personne n'a trouvé une recette magique, mais je trouve que c'est très intéressant et ça vaut la peine. Vous avez peut-être entendu notre président qui a lancé une tentative pour ramener la culture en transition avec la durabilité, avec le Bauhaus. Donc, comment avoir un nouveau processus qui permette aux designers, aux architectes de donner le rapport, de mettre leur pierre dans le processus de prise de décision. Oui, mais ce qu'on apprend du pouvoir d'action au XXIe siècle, c'est que les designers, s'ils sont seuls, ne vont nulle part. Il nous faut un travail collectif, même par rapport au travail avec des gens qui ont des pouvoirs, comme les industriels. Vous en avez parlé. Vous travaillez aussi avec les agriculteurs. Et c'est une grande question, l'agriculture pour le futur de l'Europe. Comment, d'après vous, est-il possible de transformer notre agriculture, qui est très productive, pour aller vers une façon de faire plus durable, sans raconter d'autres histoires? Est-ce que vous travaillez avec les imaginaires pour transformer les politiques de l'Europe? L'étude que nous faisons, c'est sur l'agriculture de l'avenir. Nous avons développé 12 profils d'agriculture possibles avec un mode de vie urbain ou autre. Et nous coopérons avec nos collègues de la DG d'agriculture avec pour but de créer des politiques qui garantissent que nous allons vers une agriculture diversifiée et un système durable. Mais cette question de durabilité est très complexe. Et en fait, ce n'est pas que la DG Agriculture qui est impliquée. Il n'y a pas que les politiques autour de l'agriculture qui doivent aller vers la durabilité. Mais presque toutes les DG, même numériques, je veux dire, toutes les DG doivent
travailler à la durabilité dans leur politique. L'effet direct du travail que nous faisons dans notre centre de recherche n'est pas immédiat. Je ne peux pas vous dire dans quelle ampleur ce travail est pris en considération dans les décisions qui sont prises au final au niveau plus élevé, mais nous travaillons vers cette mission de durabilité et de justice pour tous. J'espère avoir répondu à votre question. Je me demandais comment ça se passe, parce que pour moi, l'Union européenne, pour moi, c'est quelque chose d'abstrait. En tant que citoyen, je vous parle ici en tant que citoyen. Et on le voit avec le coronavirus. Nous sommes un pays, une nation, et c'est assez clair quels sont les pouvoirs de la nation ou du pays. Mais pour construire ensemble un imaginaire de l'Europe, je pense qu'il nous faut connaître les conséquences concrètes ou les réalités. C'est pour ça que je parlais de l'agriculture, parce que c'est la seule politique qui a une conséquence sur notre vie quotidienne. Donc peut-être en tant que designer qui travaille sur les imaginaires européens, peut-être qu'alors que l'idée, c'est de rendre cette notion tangible, qui est pour l'instant plutôt une technostructure qui ne traite pas des problèmes quotidiens ou des habitudes quotidiennes. Ils essaient de différentes manières de communiquer les valeurs de l'Europe, d'étendre leur visibilité aux citoyens européens. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens aux élections européennes qui n'en ont pas conscience. Mais à notre niveau, nous travaillons sur des sujets spécifiques et les gens que l'on peut atteindre ne sont pas aussi nombreux que cela. Nous avons également travaillé sur le futur du gouvernement. Nous avons créé des visuels pour discuter de ce à quoi les gouvernements peuvent ressembler avec différents scénarios. Ça a été fait avec des citoyens dans 6 pays différents d'Europe. Et nous avons 6 écoles de design européennes qui ont participé à des prototypes. On a eu quelque chose comme 50 prototypes de design de services qui ont repensé le gouvernement en termes de services plutôt que de produits. Et on a également développé un outil d'engagement, un jeu qui permet des conversations. On crée des connexions avec les personnes autour de la table avec ce jeu ou ce demi-panneau. Donc, on essaie vraiment d'amener des objets concrets pour promouvoir la conversation. Et le pouvoir des objets tangibles est très intéressant à intégrer dans ces activités de design de politique pour être davantage centré sur l'organisation et les interventions structurelles. Mais oui, par rapport au pouvoir, je pense que l'image que vous avez choisie était très intéressante avec Futurama. En fait, ça a eu lieu dans un contexte spécifique. Et si l'on regarde la carte, elle va à l'opposé de la durabilité. Et donc, c'est en quelque sorte le point de départ de là où nous en sommes aujourd'hui. C'était General Motors, je crois, qui a financé cette exposition. Et vous voyez maintenant l'état de Détroit, les aspects
sociales sont assez catastrophiques à Détroit. Il n'y a pas eu de ministère social pendant tout un temps. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'est intéressant de voir cet endroit. Maintenant, faudrait probablement changer l'image et retourner dans l'autre direction. Yeah, I think Scott and I Scott et moi, nous avons utilisé Futurama tous deux, et en ce qui me concerne, c'est précisément pour cette raison, pour illustrer le pouvoir de séduction du design qui peut produire des résultats désastreux. Nous devons être bien conscients de cela, parce que c'est si puissant. Ce n'est pas seulement de l'art sans lien à la réalité, c'est de l'art qui a tout au moins une incarnation qui utilise les émotions, le sens esthétique des citoyens et qui a un lien avec la réalité. Et comme Scott l'a dit, c'est son rôle de laisser émerger la réalité ou de la rendre plus susceptible d'émerger. Et dans ce cas, ça a fonctionné très bien, surtout aux États-Unis. Et pourtant, on n'est pas entièrement satisfait de cela aujourd'hui. Mais voilà, c'est la situation. Parce que c'est comme ça. Même si c'est négatif, ça ne va pas disparaître bientôt. Même si c'est un peu plus vide que ça ne l'était par le passé. C'est un des aspects. Je voulais peut-être réagir à une chose que Scott a dite par rapport à l'Europe concrète. C'est un autre aspect de la réalité. Dans certains cas, ce dont les gens se plaignent, c'est qu'ils ressentent les aspects concrets de l'Europe sous forme de réglementation de ce qui est autorisé, ne l'est pas, là où va l'argent, là où il ne va pas. Et les citoyens ne comprennent pas pourquoi. Et ils pensent que ce sont des décisions qui viennent de là-haut et sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Et probablement que les deux aspects sont vrais. Et voilà pourquoi je ne pense pas que la seule réponse soit d'être super concret par rapport à la vie quotidienne des gens. Je crois qu'il faut aussi raconter des histoires, partager des expériences réelles. Le programme le plus éloquent, d'après moi, pour l'Europe, c'est Erasmus. C'est celui qui crée des expériences extrêmement puissantes pour les gens. Je n'en connais aucun d'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, ce sont les limites de ma connaissance. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir un Erasmus des histoires, des visions, des désirs, avec des incarnations comme celle que Jennifer nous a montrée? On en a besoin. On a besoin aussi de discussions concrètes. Si l'on parle de l'Europe comme d'un rêve qui, à un moment donné, peut prendre le pouvoir sur la discussion, alors il y a d'autres choses qui doivent se passer. Et pour terminer, lorsque je réfléchissais à la conférence hier, je me demandais pourquoi je me sentais aussi attachée à l'Europe. Je ne pouvais pas vraiment trouver une raison, parce que j'ai aussi très honte de l'Europe. L'Europe qui ne condamne pas les gouvernements non démocratiques, par exemple. J'ai honte parce que l'Europe laisse des milliers de personnes mourir en mer. Et en fait, j'aime pas les frontières, mais c'est pas suffisant. On ne peut pas retirer toutes les frontières, bien sûr. Donc, il y a un problème. Des gens qui, même comme moi, sont de grands défenseurs de l'Europe, on a tous du mal à savoir pourquoi. Donc, peut-être faudrait y faire quelque chose. I think Oui, je pense
que l'Europe manque d'un imaginaire. Si vous parlez des États-Unis, vous savez ce dont il s'agit. Comme c'était le cas par le passé, aller sur la Lune, sur Mars ou autre. Quand on parle de l'aspect concret, c'est plutôt ce qu'est le rêve européen. Est-ce qu'il est pluriel? En fait, on ne sait pas exactement ce qu'il est. C'est le problème principal. On doit construire des imaginaires, des histoires de l'Europe pour avoir une construction politique. C'est mon opinion. With loads of narratives. Avec beaucoup de caractères, beaucoup de personnages. Maybe I can just ask, Peut-être je pourrais partager une question du public avec vous. there was a first question. On a eu une question par rapport au nouvel imaginaire de l'Europe. Est-ce qu'il pourrait aider à traiter le populisme et comment nous pouvons traiter ce problème et comment l'imaginaire peut atténuer cette situation de populisme. Une question très large, bien sûr, c'est pas facile d'y trouver une réponse. And this is the question, like, if I may just repeat it, a new imaginary for Europe. Mais donc un nouvel imaginaire pour l'Europe, donc ça peut aider à traiter le populisme, mais que peut apporter le design? You are all mute. Oui, alors vos micros sont tous éteints. Oui, c'est une super question, donc il est difficile d'y répondre en peu de mots. Mais je vais essayer. So one thing is if you have no Alors, une chose, si vous n'avez pas de perspective, narrative, whatever that s'il n'y a pas d'imaginaire, de récit kind of sense, qui donne what you're doing, what you're experiencing, du sens à ce que vous faites, à ce que vous expérimentez dans la vie, à ce à quoi ressemblent vos communautés, tout au moins dans un esprit occidental, there's a gap. il y a un manque. There's a gap of what am I here for? How do Pourquoi suis-je ici? that what I'm doing Pourquoi est-ce que j'estime que ce que je fais n'a pas de sens, at all, except maybe on a very local. sauf peut-être au niveau très local? Si vous n'avez pas tout cela, et on peut ne pas l'avoir pour de nombreuses raisons, parfois de bonnes raisons. Il y a 60 ans, nous avions une toute petite liste d'imaginaires prêts à l'emploi, le progrès, le fascisme, le communisme, et il fallait simplement choisir. Et vous aviez des millions de personnes, d'organisations, d'institutions, d'intellectuels qui vous aidaient à réfléchir. And we're not exactly sorry that this is not there anymore. On ne sait pas qu'on est désolé que ça n'existe plus, That's come to replace. mais il y a des choses qui les remplacent. Et si vous n'avez rien de tout cela, j'aime pas de parler de populisme pour de nombreuses raisons, mais ce que vous avez, ce sont des identités fantaisistes que vous devez nettoyer, purifier. Vous devez trouver des gens qui ont le même type d'identité. Et ça peut mener au désespoir si vous ne trouvez rien, à la colère ou même à la guerre. Alors la question, je ne pense pas qu'il y a un espoir ou même un souhait d'en revenir à un seul imaginaire et dire l'Europe c'est ça. La question c'est est-ce qu'on est capable de traiter des imaginaires en discutant de la politique, en discutant de ce qu'on voudrait avoir, de comment on perçoit le monde futur. Est-ce qu'on est capable de revenir à cette aptitude de plier ce muscle tout à fait atrophié? Yeah. Okay. Because at least in French school, Effectivement, en France, par exemple, on vous dit de ne pas l'utiliser du tout. Et dans des organisations, on vous dit que ce n'est pas la bonne méthode de travail.
Je pense que ce dont nous avons besoin, ce sont des milliers de récits, d'imaginaires qui interagissent les uns avec les autres, qui tissent des liens les uns avec les autres, et des gens qui parlent d'imaginaire et de ce qui pourrait advenir. Et les imaginaires, ce ne sont pas que des textes, ça peut être des images, des objets, des choses que l'on peut toucher. Et c'est peut-être encore mieux quand on peut le toucher, parce qu'alors on peut se demander si on peut le changer et faire des interférences avec sa propre personnalité. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre université des pluralités. Quand on envisage un sujet, on commence par rechercher le plus grand nombre possible de narratifs du futur sur ce sujet. Et on essaie de commencer le travail sur la base de cette diversité. Et c'est très puissant dans certains contextes. Est-ce que vous voulez réagir? C'est vraiment dommage que Gaëtane n'est pas parmi nous. Parce que je pense qu'elle aurait pu partager avec vous tous les projets d'Ursula von der Leyen sur la conférence du futur européen. C'était un discours aux citoyens européens et le programme de la Commission et du Parlement européen par rapport à l'organisation d'un nouveau type de consultation pour impliquer tout le monde dans le débat. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'a pas Gaëtane ici. Elle aurait pu nous expliquer que ce nouveau projet était l'opportunité d'écouter de nouveaux imaginaires, de développer de nouveaux récits. Mais j'espère qu'elle écoutera la discussion. Peut-être pourra-t-elle ajouter quelques nouvelles idées à ce projet. Oui, je peux vous donner le lien. Et il y a une longue question dans le chat pour vous, Monsieur Kaplan. Si vous pouvez peut-être la lire et réagir. Est-ce que vous voulez dire la dernière question posée par Sacha? Oui. Pourquoi l'Europe? Pourquoi l'Europe? C'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque, si je lis bien. C'est pas si facile d'y répondre ici. Donc la remarque dit peut-être il faut laisser libre jeu à l'héritage européen. Et j'aurais tendance à dire que je suis d'accord. Et j'aimerais travailler sur ce sujet. De façon réaliste, je suis également heureux que ces territoires permettent une circulation libre, en tout cas si vous n'êtes pas un migrant. Et c'est déjà une proposition très puissante. Bien sûr, on pourrait aller au-delà, mais il faut commencer par résoudre notre problème de réaction par rapport aux migrants. Alors, on a des questions très difficiles ici, aujourd'hui. Peut-être peut-on passer à la question Slido. Au début de la discussion, on a posé des questions au public. On pourrait voir les résultats. Je vous encourage
à y réagir. Merci, les voilà. How do you imagine Europe? Comment imaginez-vous l'Europe de demain? I'll just give you a slight moment to read the answers. Donc, vous pouvez lire les réponses How do you imagine à cette question. Comment imaginez-vous l'Europe de demain? interest, unit vision? Donc, l'Europe avec une évolution en temps réel des idées et des métriques tangibles que nous avons Mr. Kaplan, améliorées. Mr. Monsieur Daniel, Daniel, Jennifer et Scott, remarks. est-ce que vous avez des remarques par rapport à ces réponses? We have been discussing today. Bon, nous avons déjà abordé certains des sujets qui y sont mentionnés, These answers seems to be somehow concrete mais ces réponses semblent assez concrètes. in a way or in another. If you are talking, you are mute and I can't listen to you. Yeah, I can react with I'm Oui, je peux réagir. following this idea that we should continue stimulating Peut-être faut-il continuer à stimuler les imaginaires, à construire des imaginaires. Je pense que nous avons cette contrainte actuelle des échanges en ligne et du travail en ligne. a very practical remark here, but it's true that Ce sont des contraintes très pratiques we need to et il est vrai que nous devons trouver des solutions continue building our narratives and not pour continuer à développer nos imaginaires type of et ne pas nous retrouver thing. And coincés also an example that dans la situation actuelle. we're not that advanced in Ça nous montre peut-être qu'on n'est pas si avancé que cela dans la maîtrise des outils digitaux. Nous devons créer des espaces de discussion sur l'Internet et ça me semble vraiment un réel défi d'organiser un atelier sur Internet. C'est encore plus ambitieux que quand vous rencontrez les gens en vrai et vous vous rendez compte à quel point c'est mieux quand vous pouvez être présent physiquement. this very current Voilà donc, c'est un sujet très actuel du travail à distance et comment on peut continuer d'avoir des discussions malgré tout pour continuer à développer les imaginaires dans l'Europe. There is a remark from the audience. Il y a une remarque du public qui est tout à fait intéressante. In the reply, there is an answer about Il y a une réponse par rapport aux intérêts européens. Alexander. Just Sacha Alexander you've been demande si les intérêts européens something that is more permeable c'est quelque chose de perméable avec les imaginations ouvertes ou si c'est un pare-feu. or is it something that can be Donc les intérêts européens, est-ce que c'est un pare-feu ou est-ce que c'est quelque chose de plus perméable, une fiction plus ouverte par rapport à l'Europe? again tough question? Donc à nouveau, question peut-être assez difficile. Sacha Alexander wish to detail Sacha Alexander, peut-être pouvez-vous détailler votre remarque pour que nous la comprenions mieux. Thank you. Oui, bonjour, Sacha ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que c'est une grande question. D'une façon, vous voulez protéger l'héritage culturel, mais vous voulez aussi grandir, faire grandir votre imaginaire avec de nouvelles expériences. Et c'est pour ça qu'on parcourt le monde et après qu'on revient chez soi et qu'on est rassuré grâce aux choses que l'on connaît. Donc, si vous voulez maintenir l'identité de l'Europe, à quoi ressemblerait l'Europe
au XXIe siècle et au début et à la fin du siècle. Si l'Europe devait voir doubler sa population, alors la nouvelle moitié de population viendrait des autres régions du monde. Ça, ce serait un choc par rapport au système. Et donc, celui qui en a parlé a probablement voulu suggérer que ce serait le prix à payer. On aurait besoin d'un grand changement de mentalité. Mais vous savez, avec les objectifs des Nations Unies, sur 10 ans, il va falloir beaucoup de courage. Alors si ça doit se passer, peut-être c'est le catalyseur qui changera les choses. Alors la question, c'est l'ampleur du changement, les structures qui sont en place, si elles peuvent accepter ce niveau de punition ou cette charge. Parce que passer à un nouveau Bauhaus, il faut se demander ce que c'était et ce que ça peut devenir. C'est toute une histoire, une grande histoire que Daniel a mentionnée. Et la question, c'est comment nous nous sentons par rapport à ces villages de réfugiés. Et je ne peux même pas imaginer comment ils s'en sortent avec Covid. Si je vis dans une ville avec 5,5 millions, alors qu'est-ce qu'ils font dans les villages de réfugiés? Je n'en ai aucune idée. C'est une grande question, un peu provocatrice. Mais nous avons tous nos pare-feux. J'en ai un en face de chez moi. C'est une barrière électrique. Donc j'ai mon propre pare-feu. Certains sont physiques, d'autres ne le sont pas. Merci beaucoup. C'est super de pouvoir conclure avec ce commentaire, car nous savons tous que nous avons du travail à faire et nous savons également qu'il faut être enthousiaste et il faut pouvoir créer un avenir qui est désirable pour tout le monde en ce qui concerne l'Europe. Donc, merci beaucoup pour votre commentaire. Merci beaucoup à nos orateurs aujourd'hui qui ont été très intéressés et très intéressants pour nous tous. Et j'aimerais vous redire que Gaëtan n'était pas là et on espère qu'elle va vite être en bonne santé. Un grand merci à tous nos participants cet après-midi. Et c'est tout pour le moment. J'aimerais également vous dire que la séance de clôture, la séance de synthèse va commencer à 17h et vous pouvez nous rejoindre en faisant un clic sur le lien dans le chat à 5h, à 17h. Donc, encore une fois, un grand merci pour cette conversation très intéressante. Et donc, nous savons tous qu'il nous reste beaucoup de travail à faire et nous souhaitons créer quelque chose qui est vraiment désirable, quelque chose qu'on aimerait avoir vraiment pour l'avenir, afin que l'on puisse tous avancer. Merci beaucoup. Merci. Merci Adèle.